Je voudrais d'abord remercier et présenter rapidement les différents participants, sachant qu'après, je leur demanderai de se présenter peut-être un peu plus longuement quand ils prendront la parole. Donc, nous avons Nirmala Seon-Massen, est-ce que j'ai bien prononcé? Bon, donc, qui est directrice adjointe de la recherche et de l'expertise à l'ONCFS. Nous avons, je vais commencer par là-bas, Nicolas Debève, qui est chargé de mission scientifique à RNF, et qui remplace Arnaud Collin, qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles un peu graves. Ensuite, j'ai Vincent Graffin, qui est directeur du développement durable et de l'expertise au Muséum national d'histoire naturelle. Denis Bassargette, qui est chargé de mission parcs nationaux et qui est référent scientifique au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans la partie DEB. Et j'ai Philippe Dupont, qui est directeur de l'action scientifique et technique à l'ONEMA. Alors, cette table ronde, en gros, on peut dire qu'on a deux objectifs complémentaires, bien sûr. C'est d'abord de contribuer au débat scientifique actuel sur la base de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, il serait bon que cette partie-là, elle ne parle pas uniquement de l'APA, bien que ça suscitera sûrement d'assez gros débats. Et puis, on voudrait aussi que vous réfléchissiez à des éléments de réponse à la question qui pourrait être: que peuvent apporter les parcs nationaux à la future agence française pour la biodiversité et que peuvent-ils en attendre concernant le développement du lien entre espaces protégés et acteurs de la recherche. Peut-être que vous n'y avez pas encore beaucoup réfléchi, mais il nous a semblé important que vous y réfléchissiez pour être ensuite des acteurs actifs de la mise en place de cette agence et de la place des parcs et de la recherche scientifique dans cette agence. Alors, la règle du jeu, je demanderai à chacun d'entre vous de réagir un peu à chaud à ce que vous avez entendu hier et ce matin. Alors, pas plus de 5 minutes, de façon à ce qu'on tienne le temps. Et puis ensuite, vous aurez la parole. Alors, je vous demanderai une chose, c'est, lorsque vous intervenez, alors vous pouvez poser des questions participant à la table ronde, mais vous pouvez aussi, et même vous devez avoir éventuellement une opinion, donner des idées, enfin, c'est très libre, mais ce que je vous demanderai, c'est d'être très court, de façon à ce que le maximum de personnes puissent s'exprimer. Lorsque vous voulez parler, vous levez la main très haut, vous l'agitez, et il y a 2 personnes qui vous porteront un micro. Voilà. Mais on va peut-être, je vais commencer par le bout de la table. Et je vais donc demander à Nicolas Debève quelle est sa réaction en 5 minutes maximum. Très bien, merci. En premier lieu, donc, je souhaitais remercier Parcs Nationaux de France de nous avoir invités à participer à la fois aux présentations et à cette table ronde. J'excuse également mon directeur qui n'a pas pu se rendre parmi vous, mais qui est parmi nous, et qui m'a fait passer un certain nombre d'informations que j'ai complétées aussi de ma propre perception de ces 2 demi-journées. La première chose, c'est que les différentes présentations nous ont montré l'importance et la nécessité de développer encore les liens entre les communautés de chercheurs et les gestionnaires pour plusieurs raisons, puisque la première, c'est que les parcs nationaux, comme les espaces naturels protégés, constituent des espaces de recherche exceptionnels, des labos de recherche à ciel ouvert, c'est des choses que vous connaissez, à la fois sur l'ensemble du territoire, également d'outre-mer, mais qu'ils proviennent de sens de la biologie, de l'écologie, mais également des sciences sociales. Ces présentations montraient également que les recherches, les études
avait besoin aussi de donner aux gestionnaires des clés d'interprétation pour leur donner la possibilité de faire des choix de gestion. Et du coup, d'avoir des objectifs partagés entre les deux mondes. Ça, c'était extrêmement important. Ce qu'apportent également les chercheurs dans les études menées dans le cadre des espaces naturels protégés, c'est ce que disait Johan Payet hier, c'est l'importance d'avoir des stratégies d'échantillonnage fiables et scientifiquement valides, permettant la comparaison des résultats notamment. L'importance des relations gestionnaires-chercheurs également dans la valorisation des données, à la fois dans les réseaux de suivi mais au-delà. Ça, c'est important qu'on ne reste pas contre nous, convaincus, entre guillemets. Qu'avec la perspective de l'AFB, Michel Sommier le disait hier, l'interréseau devient un enjeu majeur dans le portage, à la fois le portage, mais également la gouvernance de ces réseaux de suivi, quelle que soit la manière dont on les appelle, sites de référence, zone atelier, site sentinelle. Que ce portage et cette gouvernance ont d'autant de chances d'avoir un succès que si elles sont intégrées dans une démarche de territoire, intégrant des acteurs locaux. Et la dernière chose que je souhaitais dire, et Gilles en parlerait certainement mieux que moi, c'est que cette démarche, elle s'inscrit dans une dynamique actuelle, impulsée à la fois par Parcs nationaux de France et Réserves naturelles de France, dans le cadre de la Fondation Recherche pour la biodiversité, dont un groupe de travail est monté, ou est en train de se monter, et rassemblant plus d'une vingtaine de membres, à la fois gestionnaires et chercheurs, et permettant de renforcer les liens entre ces deux communautés. Donc à ce titre, il y a un état des lieux qui va être fait en 2016, et je pense que vous serez probablement sollicité au premier semestre de l'année 2016, suivi d'un diagnostic et d'un séminaire de restitution. Et finalement, j'arrêterai là. Ce que ce séminaire a montré, c'est que, et puis plus globalement, c'est que le croisement entre les espaces naturels protégés, notamment les réserves naturelles, les réserves biologiques, les parcs nationaux, était assez fort, et qu'il y a une dynamique de renforcement devait être lancée de collaboration, notamment sur la recherche. Et le choix du thème de la journée d'aujourd'hui était évidemment pas indifférent de cette étude. Hein. C'était vraiment, il y avait un lien direct, et on voulait, pour les parcs nationaux, apporter une première brique à cette réflexion collective des chercheurs et des gestionnaires d'aires protégées. Merci. Vincent Graffet. Oui, merci. Alors déjà, réagir après une vingtaine de présentations, c'est un peu un défi, et toutes ces présentations montrent qu'il y a vraiment l'ampleur de l'activité scientifique dans les parcs nationaux, en allant de l'archéologie à l'écologie et en passant par les sciences humaines. Moi, ce que je retiens au niveau national, c'est que déjà on a une première stratégie, à ma connaissance une stratégie scientifique pour l'ensemble des parcs nationaux, donc la stratégie 2015-2025, qui affirme ou réaffirme l'engagement des parcs nationaux dans la recherche. Donc ça, déjà, je pense que c'est un élément qui est important, notamment dans le contexte de l'AFB. Et surtout, ce que je retiens, c'est 70 réseaux de sites de référence thématiques qui font l'objet à chaque fois d'approches pluridisciplinaires et qui s'inscrivent dans le long terme, avec des approches thématiques et des sites dont certains sont très préservés et d'autres sont au contraire très dégradés, sur lesquels les scientifiques peuvent aller travailler en étant accompagnés par des scientifiques et des techniciens locaux pour le parc. Donc c'est un dispositif qui me paraît évidemment de nature à intéresser les chercheurs. Et au cours des présentations hier, il a été dit qu'il était difficile de financer dans la durée le suivi de ces sites. Donc moi je trouve en tout cas j'en tire une conclusion, c'est que il faudrait solliciter l'AFB pour obtenir un appui de façon à poursuivre ces suivis dans le temps, qui nous permettront de mesurer l'impact des changements globaux, en tout cas qui contribueront à mesurer les impacts des changements globaux. Donc je crois que ce réseau mériterait d'être mieux connu. Alors évidemment, on a parlé d'interréseau. Je crois qu'on se situe complètement dans l'interréseau, pas uniquement dans le cadre des parcs nationaux, et qu'il serait intéressant de mieux le positionner au niveau français et au niveau européen. Alors il peut y avoir des synergies qui peuvent être trouvées avec les zones ateliers, certainement. De toute façon, je dirais les coopérations, les synergies sont toujours à rechercher.
Le deuxième point que je retiens, c'est les aspects socio-économiques, la dimension sciences humaines. On a vu dans plusieurs des programmes, Alpage, Sentinelle, en Guyane, également dans le parc des Calanques, le rôle de médiateur du scientifique avec un certain nombre d'acteurs locaux. J'ai été frappé hier d'entendre que des pêcheurs professionnels participaient à la collecte des données. Ça, c'est un point qui est extrêmement positif. Les sciences participatives, d'ailleurs, rentrent également dans ce cadre-là auprès du grand public. Et je crois que les sciences humaines sont un aspect vraiment important à la fois sur le plan local, mais un plan un peu plus large, parce que quand même le sentiment que faire des aires protégées, faire des parcs nationaux, ça n'a pas forcément de soi pour tout le monde, même parfois après des années d'existence, et qu'il y a certainement des questions de gouvernance, des questions économiques et sociales qui mériteraient d'être creusées. On commence à dire assez largement dans la société qu'il faut changer de modèle de société. Si on veut changer de modèle de société, il faut que ce qui est testé, expérimenté dans nos parcs nationaux soit vraiment attractif, bien vécu localement et vu comme un exemple à l'extérieur. Donc là, il y a certainement une piste à creuser. Et l'exemple de l'APA là, qui a été donné ce matin dans le parc de Guyane, je trouve est intéressant parce qu'il place un parc national finalement en territoire expérimental d'une législation à mettre en œuvre par ailleurs. Donc pour les messages à transférer à l'AFB, Michel, tu l'as dit hier, l'Agence française de la biodiversité va devoir s'intéresser beaucoup à la biodiversité ordinaire, travailler avec les collectivités territoriales sur tout le territoire, mais il faut aussi positionner là-dedans ce réseau de parcs et ce qui ressort de ce séminaire, ce qui est un vrai réseau de travail scientifique qui permet un suivi de la biodiversité qu'on n'arrivera pas ou beaucoup plus difficilement à faire sur des territoires ordinaires dans lesquels on démarre et où les pressions et les activités humaines sont multiples. Merci. Donc, Nirmala Sernmassen. Merci. Donc, moi, comme vous l'avez dit, je travaille à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la direction de la recherche et de l'expertise. C'est une direction qui s'occupe à la fois du suivi de la faune et de ses habitats, de la recherche et du développement, et du transfert vers les acteurs, mais aussi depuis peu de l'animation du réseau d'espaces protégés, une trentaine d'espaces protégés que l'établissement gère sur le territoire. Donc à ce titre, je suis particulièrement intéressée de participer à ce colloque et à cette table ronde, et je remercie encore PNF pour cette invitation. Alors moi, j'étais pas là hier, et quelque part, j'ai envie de dire presque c'est une chance, parce que quand je vois déjà la diversité et la richesse des interventions qu'on a eues ce matin, et je dirais la difficulté de tirer un peu quelques enseignements généraux d'une telle richesse, je me dis s'il avait fallu en plus intégrer les présentations d'hier, ça aurait été un véritable défi. Donc je salue les collègues qui ont réussi à le faire. Donc, je dirais, l'objectif commun peut-être des chercheurs et des gestionnaires sur les objets qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est pour les socio-écosystèmes, savoir à la fois identifier les tendances, en expliquer les raisons, le fonctionnement, et puis identifier évidemment les leviers d'action qui permettraient d'infléchir ces tendances que nous observons. Alors, je vais essayer de mêler à la fois tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et puis mon prisme aussi d'établissement public national qui travaille sur ces questions. Donc, cette question du national est importante parce qu'on nous pose des questions au niveau national et parfois on peut y répondre par une approche nationale assez globale, par exemple en ayant des points d'écoute de populations d'oiseaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Mais dès qu'on veut vraiment aller dans la compréhension plus fine de ce qui se passe, on doit aller dans les territoires. Même si on y va avec une idée de généralisation derrière, cet ancrage dans les territoires est absolument essentiel avec cet emboîtement d'échelle qui a été abordé par certaines des présentations. Et la recherche en écologie, par rapport à d'autres domaines scientifiques, ne peut pas rester dans un laboratoire, même s'il y a des choses intéressantes qui se font en laboratoire. On doit aller sur les territoires. Et nous qui travaillons sur la faune sauvage n'appartient à personne ou à tout le monde. Par contre, elle vit sur des territoires qui, eux, appartiennent concrètement à des gens. Donc les espaces protégés
où bien entendu on a une continuité dans la gestion. En plus, quand la gestion est faite par des organismes publics, on peut vraiment construire cette communauté d'objectifs et de façon de fonctionner. Donc en ça, les espaces protégés, et c'est pour ça que l'ONCFS continue à en gérer, c'est aussi parce que ce sont des terrains de jeu privilégiés pour avancer sur nos questionnements scientifiques en appui à la gestion. Et les parcs nationaux en sont bien entendu aussi un exemple de premier plan. Mais on voit aussi que sur un certain nombre d'enjeux, on ne peut pas se cantonner à l'espace protégé en lui-même, avec la facilité d'interaction qu'on peut avoir avec le gestionnaire de cet espace, mais qu'il devient rapidement nécessaire d'impliquer les acteurs du territoire au sein duquel se situe l'espace protégé, qui est au cœur de la démarche de recherche et de suivi. Donc l'association de ces acteurs, à la fois pour leur expliquer les recherches, nous on le voit aussi au quotidien, vous ne pouvez pas juste arriver chez les gens puis commencer à capturer des animaux pour leur mettre des émetteurs ou des dispositifs d'identification, puis revenir tous les jours voir un peu ce qui se passe. Il faut évidemment leur autorisation, il faut les impliquer. Et d'autre part, on voit que vu l'ampleur des sujets auxquels on doit s'attaquer, rares sont les organismes, si seulement ils existent, qui peuvent les aborder seuls. Donc cette nécessité de collaborer déjà entre organismes scientifiques et techniques, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire, c'est vraiment essentiel. Et ça rejoint aussi cette question des sciences participatives au sens large. Et un autre paramètre très important dans cette application dans les territoires, c'est le long terme, puisque les systèmes auxquels on s'intéresse sont extrêmement complexes, extrêmement variables, donc il faut être présent sur le long terme. Et cette relation avec les acteurs, elle aussi se construit sur le long terme, sur la confiance mutuelle qui ne se décide pas en quelques instants. Et à ce titre, j'aimerais un peu faire un plaidoyer pour ces agents de terrain qui sont à la fois des experts au sens scientifique, mais aussi qui développent une connaissance très fines de leur territoire et qui sont, à ce titre, d'excellents médiateurs entre les gens du territoire qui ont l'expertise, la connaissance de leur territoire, des espèces, des habitats, des pratiques, et puis l'approche scientifique, notamment fondamentale, qui a en général une vocation beaucoup plus globale, de généralisation, et donc qui va arriver plutôt avec une prise de distance, une remise en contexte. Et c'est vraiment cet équilibre qu'il est important de maintenir. Et c'est vrai que par contre, c'est pas très à la mode. Hein. Tous nos établissements publics sont frappés par de grosses restrictions de personnel. Dans la science, c'est plus porteur d'investir dans des grosses machines et des trucs qui coûtent très cher. Bon, alors on a vu qu'on pouvait mobiliser des technologies comme le LIDAR, comme les balises GPS, mais par rapport à d'autres domaines de recherche, en termes financiers, ça coûte vraiment pas très cher. Mais le rôle des gens, concrètement, qui sont au contact, qui construisent cette pédagogie tous les jours, qui mobilisent les acteurs, qui suscitent et qui entretiennent cette envie d'agir et de contribuer et de participer ensemble, c'est quelque chose dont on ne sait pas très bien mesurer les bénéfices, mais à mon sens, ils sont vraiment essentiels. Et donc, ça nous amène aussi à la question de la valorisation du dire d'expert. C'est-à-dire pendant longtemps, les gens qui sont sur le terrain, ils peuvent nous dire « Ah, j'ai l'impression que la population se porte mieux ou qu'elle se porte moins bien ». On dit « Ah, non, il faut qu'on ait des indicateurs précis, objectifs, scientifiques pour décrire la situation et avoir un constat ». Et c'est vrai. Mais de plus en plus, on essaye maintenant d'intégrer à la fois ces indicateurs, cette démarche très scientifique, et puis cette intégration du dire d'expert, et c'est d'ailleurs un des enjeux de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, qui travaille sur l'intégration des connaissances des acteurs locaux. Donc il me semble que c'est aussi peut-être un bel enjeu pour l'AFB, comment maintenir ces personnes sur le terrain qui remplissent un grand nombre de missions essentielles, et comment mieux valoriser cette expertise. Merci. Donc maintenant, Denis Bassargette, qui en plus a une très grande expérience pratique des parcs nationaux. Oui, oui, d'abord, je tiens à souligner que je remplace Patrick Comenville, qui était la personne pressentie,
qui est l'adjoint au sous-directeur et qui ne pouvait pas se déplacer. Donc je suis au bureau des parcs et réserves qui assure, j'ai la gorge très sèche là, qui assure la tutelle sur les espaces, sur les parcs nationaux. Je crois qu'il va falloir que j'aille boire quelque chose. Je sais pas si... attends, si tu veux, je donne la parole là, et puis on va te chercher de l'eau. Ouais, je vais essayer. Tu vas essayer, bon. Donc les bureaux de tutelle assurent la définition et le pilotage des politiques publiques et on assure la tutelle des établissements publics et en particulier des parcs nationaux. Alors, en ce qui concerne tout ce qui a été dit ces 2 jours, je vois 2 idées fortes. C'est d'une part la diversité des sujets traités, des modes de mise en œuvre des démarches d'acquisition de connaissances. Alors, je note aussi que toutes ces démarches sont cohérentes avec la stratégie interparc, en particulier 2 de ces axes qui sont d'une part de répondre aux besoins du territoire et d'autre part d'accueillir des terrains d'accueil de la recherche. Sur le premier point, besoin de gestion du territoire, on note le rôle moteur extrêmement important des parcs nationaux, l'implication budgétaire et en termes d'implication personnelle des agents. On note aussi une bonne adéquation avec les besoins du territoire et peut-être aussi un défi de faire reconnaître par le monde scientifique de la qualité des démarches portées ainsi. Sur le deuxième rôle, le rôle d'accueil de la recherche, touche depuis peu des sujets globaux très importants, en particulier les changements climatiques. On note que sur ces sujets-là, les parcs sont des partenaires au milieu d'un champ d'acteurs extrêmement importants, qu'on obtient des résultats scientifiques qui sont plus solides, mais avec le risque de perdre un peu le contact avec les attentes du terrain et en particulier des populations. Alors un petit quand même focus sur le cas des alpages sentinelles, qui sont quand même semble être une bonne synthèse entre ces 2 approches et être une bonne réussite pour concilier des recherches globales et des intérêts locaux. La deuxième idée que je retiens, c'est la notion de complexité. Bernard Delay faisait allusion à ma carrière. J'ai commencé il y a fort longtemps au Parc national du Mercantour. Et ce qu'on appelait inventaire à l'époque, je parle des années 79-80, c'était compter les chamois et les grosses bêtes, ce qui faisait joli sur les photos et ce qui était vendeur. Quand on voit ce que devient aujourd'hui un inventeur, l'inventaire ATBI, les compétences, la rareté, la qualification des compétences requises, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le même domaine. Merci beaucoup. Et qu'on n'est plus du tout à la même échelle. La même chose sur les sujets globaux. L'exemple qui a été donné du parc La Réunion hier matin montre ce sont des sujets traités à l'échelle mondiale avec un réseau d'espaces, de sites et d'équipes extrêmement variés. Donc là, on a bien un changement d'échelle, un changement d'ambition des démarches de recherche dans les parcs nationaux, qui a des impacts en termes budgétaires qui ont été évoqués, qui ont des impacts en termes d'exigence de pérennité de ces démarches-là, et en termes d'exigence de partenariat. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont et les plus larges possibles. Donc il est clair aujourd'hui que les parcs nationaux ne peuvent pas assurer tout seuls ces défis. Et ces conclusions mettent le doigt sur l'enjeu majeur de ces journées, c'est l'articulation à trouver entre les parcs nationaux, les espaces protégés et le monde de la recherche. Ce lien, il existe déjà, il a été évoqué largement hier et surtout aujourd'hui. Il fonctionne bien, il fonctionne au bénéfice mutuel de ces 2 mondes, donc on ne peut que s'en satisfaire. Mais dans la perspective de l'AFD, il est clair que ce besoin doit être consolidé, structuré et pérennisé. Et l'étude auquel il a été fait allusion tout à l'heure, la recherche dans les espaces naturels protégés portée par la FRB, sera financée par le MED. C'est une nouvelle qu'on a eue cette semaine. Donc le MED financera, donc, je ne sais pas si c'est en totalité, je n'ai pas le détail, mais il y aura une implication du ministère importante sur cette étude. Ce qui montre bien que pour nous, il y a quand même un intérêt essentiel sur cette articulation et que les parcs nationaux et les espaces protégés arrivent avec le plus d'arguments possible au sein de l'ASB, c'est pour nous un enjeu extrêmement important. 2 petites remarques pour conclure, à la limite un tout petit peu hors sujet, mais important. On a traité ces 2 jours essentiellement de recherche terrestre, mais l'exemple qui a été donné sur les Calanques et sur le parc national de Guadeloupe
montre quand même que les interrelations entre le milieu terrestre et les milieux importants sont extrêmement importants. Et on ne souhaiterait pas qu'il y ait un cloisonnement entre une recherche terrestre et le milieu marin. Donc, dans la suite de ces travaux, que l'Agence des aires marines protégées soit une partie prenante et soit plus associée, ça nous paraît quand même important. L'Agence des aires marines protégées était invitée, oui. Non, mais je ne mets pas en cause, je m'en doutais qu'elle était invitée, mais c'est vraiment un aspect important, quoi. Et Charles-François Doudorès aurait dû faire une intervention, mais pour des raisons médicales. Voilà. Normalement, le marin n'était pas absent de notre Oui, oui. Et dernier point, c'est la nécessité de faire savoir tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a parlé des publications, il y en a eu beaucoup, elles sont toutes intéressantes, mais vous avez évoqué plusieurs fois la difficulté de défendre des budgets aujourd'hui, et c'est important pour nous de disposer d'outils de communication et de valorisation sur la réalisation obtenue dans les espaces protégés, sur les réussites de ce partenariat espaces protégés et monde de la recherche. Et on a besoin d'avoir des documents, des outils de communication vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du grand public, pour rendre plus populaires et plus connues ces réussites. Alors j'ai un exemple sous la main qui avait été sorti par PNF, c'était qui reprenait la synthèse de ce qu'avaient fait les parcs nationaux sur le thème des changements climatiques et de l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est typiquement le genre d'initiative extrêmement intéressante qu'on peut valoriser, y compris au but de Bercy, puisque c'est notre interlocuteur quand on parle budget. Et il est vraiment essentiel qu'on ait des outils comme ça. Je sais que pour des scientifiques de haut niveau, c'est un peu... c'est pas passionnant de faire ça, mais c'est vraiment essentiel de faire savoir ce que vous faites et de nous permettre de le diffuser, de l'exploiter dans des discussions en jeu. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc maintenant, Philippe Dupont. Merci. Donc il y a plein de choses qui ont été dites que je voulais dire, donc je vais essayer de ne pas me répéter. Je voulais juste faire une petite intro en expliquant que moi j'étais avant dans une agence de l'eau, qui est un organisme d'établissement public plutôt gestionnaire, on va dire, dans lequel j'ai commencé à faire monter un peu en puissance le financement de la recherche, pour rebondir sur ce qu'a dit Michel Sommier tout à l'heure, que la reconnaissance du monde scientifique par le monde de la gestion, c'est pas encore un acquis, loin de là. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on va parler de l'AFB, je finirai aussi sur l'AFB. L'AFB sera en partie financée par le budget des agences de l'eau. Et encore une fois, au dernier conseil d'administration de l'ONEMA, qui est exclusivement financé par les agences de l'eau, jeudi dernier, il y a encore des administrateurs qui ont émis des doutes sérieux sur les retombées de la recherche, sur l'efficacité de la recherche, etc. Donc ce qu'a dit Michel Sommier, c'est un vrai sujet qu'il faut tous qu'on ait en tête. Ça me semble vraiment très très important. Il y a encore des doutes, et je pense que dans notre société française, le lien et la rencontre entre la science et la société, il y a encore du boulot à faire. Alors ça, c'est un peu quelque chose qui m'obsède, je dirais, dans ma fonction actuelle de directeur de l'action scientifique et technique à l'ONEMA. Alors, moi, j'ai trouvé ça, du coup, ce qui a été dit ce matin, très intéressant, parce que j'ai trouvé que, justement, on était vraiment sur cette question de point de rencontre entre science et société, justement. Et c'est ça qui m'a frappé ce matin. Donc, je ne reviendrai pas sur la territorialisation de la recherche, qui me semble quelque chose de très important et très intéressant. Je pense que les programmes que vous avez proposés, présentés, etc., c'est vraiment des points d'appui pour répondre à des vraies questions de politique publique. C'est ça qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que derrière, avec l'AFB, on sera sur la mise en œuvre de politiques publiques. Donc il faut que tout ce qu'on fait là permette d'appuyer ces politiques publiques. On a un gros sujet à l'ONEMA, par exemple, qui est la reconquête de la continuité, sur lequel on est très très interrogé, voire controversé. Il faut qu'en fait ces territoires permettent de donner un éclairage sur ces questions-là, parce qu'il y a une politique publique par derrière. J'ai trouvé intéressant ce matin, alors c'est un peu dans toutes les têtes, mais c'est bien de le formaliser, l'approche par la trajectoire, où on lit le socio-économique, le changement global, les évolutions écologiques, etc., où on est très très pluridisciplinaire, mais on se projette aussi sur la durée, on regarde le passé, puis on se projette aussi sur l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on impulse un peu justement dans nos politiques publiques. Les choses ne sont pas stables.
Et je pense que c'est quelque chose qui permet de se mettre en mouvement et puis qui permet de donner aussi peut-être un peu une appétence à nos politiques sur ces questions-là. Je voudrais réinsister lourdement sur la communication de vos résultats. Je pense que récemment, moi, j'ai essayé d'aller trouver des résultats sur un sujet. Alors, je ne citerai pas le sujet ni les organismes scientifiques concernés pour ne pas les cibler, mais sur un sujet, on va dire, grand public, sur lequel j'étais persuadé de trouver des résultats. Et en fait, je n'ai trouvé qu'une chose, c'est des informations sur ce que font les chercheurs ou sur ce que font les observatoires. C'est complètement insuffisant et c'est frustrant. Et on a des résultats qui sont intéressants et qui sont encourageants. Donc, dans ce monde où on est tous un peu déprimés par les résultats, je pense que voilà, il faut vraiment communiquer sur ces résultats et je pense que c'est pas dégradant de le faire. Alors, pour rebondir sur l'AFB, puisqu'il se trouve qu'on est un certain nombre ici à avoir un rôle dans la réflexion sur la future Agence française pour la biodiversité, plusieurs points. Moi, ça me conforte dans l'idée qu'en matière de politique de R&D avec l'AFB, il faut qu'on mette en avant la territorialisation de la recherche. Ça me semble assez clair. Le volet territorial de l'AFB au sens région, etc., est très présent. Je pense qu'on peut faire le lien avec la recherche, avec l'idée de la territorialisation. Je rebondis sur l'intervention sur les CS aussi ce matin, où il me semble que c'est très intéressant d'imaginer, de prévoir un paysage où d'un côté on a des CS qui vont eux être effectivement territorialisés avec de l'accroche sur le terrain et qui peuvent, à mon sens, donner un écho très intéressant au CS, alors il faut dire au singulier, au pluriel, sans doute au pluriel, de niveau national, pour qu'il y ait vraiment cette accroche. Le CS national ne ferait pas la même chose que le CS de tel parc. Par contre, il faut que les deux existent, il faut que les deux se parlent. Donc dans notre gouvernance de CS, il faudra qu'on trouve un système où on soit comme ça en écho. Deuxième idée, les protocoles communs, c'est fondamental. Donc les initiatives qui sont prises, on ne comprendrait pas une seconde, nos financeurs ne comprendront pas une seconde qu'on développe des protocoles à droite à gauche, alors qu'on nous demande de plus en plus d'avoir des protocoles harmonisés, des protocoles d'échantillonnage, des indicateurs, etc. Donc on devra à l'AFB être fédérateur de ce point de vue-là, et ce qui a été montré ce matin, à mon avis, c'est le sens de l'histoire. Deux idées sur le financement, parce qu'on espère que l'agence aura un petit peu d'argent. Donc mais il n'y a pas que ça, hein. Deux idées, mais au regard de ce matin, le principe et l'intérêt vraiment de financer des choses sur des sites, des démonstrateurs, des pilotes, etc. Moi, j'y crois beaucoup et je crois qu'il faut qu'on monte en puissance en fait sur ces sujets-là. Et puis, comme le disait Vincent tout à l'heure, le financement du temps long, je pense qu'il faut qu'on se positionne sur ce sujet-là. C'est très important parce que les financements sur les observatoires, etc., c'est un vrai sujet et on voit bien que quand on a 30 ans de données, on peut vraiment en sortir des choses. La quatrième chose au titre de l'AFB, c'est quand même, on parle toujours de moyens, de manque de moyens. Moi, je trouve qu'avec ce qu'on a vu ce matin, on voit quand même la puissance de la mutualisation et de la mise en synergie de nous tous. On est quand même un certain nombre sur le sujet recherche, biodiversité, etc. Et donc, si on arrive à mutualiser et à se mettre ensemble, on a quand même un pouvoir de frappe assez important. Et ça, il faut le garder. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Nirmala aussi sur les agents de terrain, etc., qui est un combat de certains d'entre nous. Je voudrais revenir aussi sur la réflexion que je n'ai pas manqué de me faire comme d'autres. On a parlé des espaces protégés, mais il y a aussi des espaces non protégés sur lesquels il y a plein de pression, sur lesquels il y a des contaminants, etc. Donc peut-être qu'une réflexion qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, en fait, cette culture du scientifique sur les espaces protégés, peut-être qu'on pourrait le développer un peu plus sur les espaces non protégés. C'est peut-être quelque chose qu'il faut que l'AFB fasse monter aussi en puissance. Voilà, donc ça c'est une réflexion. Et puis je bouclerai avec la science participative aussi, juste pour dire que peut-être, et boucler avec ce que j'ai dit au début, peut-être que certains des scolaires, je pense surtout aux scolaires, parce que aux jeunes, qui auront participé en fait à ces programmes de sciences participatives, peut-être que c'est des futurs décideurs, et puis peut-être qu'on les retrouvera dans les conseils d'administration des agences de l'eau et de l'ONEMA, et puis qu'on entendra plus ce que j'ai entendu jeudi dernier. Voilà, c'est peut-être une retombée des sciences participatives. Bien. Donc, merci à Augustin, vous avez été à la fois court et complet.
Donc maintenant, vous avez la parole. On a à peu près 3/4 d'heure devant nous. Donc voilà, il y a une première demande d'ici. Alors éventuellement, présentez-vous rapidement, parce que comme tout le monde ne s'est pas présenté encore. Adia Boukaya, Parc National de Porquerolles. J'aurais aimé poser une question à Madame de l'Estrade à propos des réseaux qui observent les évolutions phénologiques. C'est vrai que nous, on est vraiment dans le sud, donc les espèces concernées du réseau Phénoclim, ça ne peut pas s'appliquer. Mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux ou est-ce qu'éventuellement on peut envisager d'autres espèces pour qu'on puisse participer? Merci. Alors, oui, voilà. Oui, il y a d'autres réseaux, et notamment je citais l'Observatoire des saisons, dont il y a une représentante ici, je sais pas où elle est. Ah oui, ouais. Qui est géré notamment par le Tela Botanica et le CEF à Montpellier, et donc qui concerne l'ensemble du territoire national. Donc vous pouvez avoir un plus large panel d'espèces à suivre via cet observatoire qui s'adresse notamment beaucoup à la plaine. Et nous, on est un peu plus spécifique montagne, et donc avec des espèces plus restreintes. Et voilà. Donc c'est vrai que nos espèces vont peut-être pas correspondre pour vos territoires, je crois pas. Oui, alors une simple information aussi là-dessus. Vous avez le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, donc à côté de Narbonne, qui met en place aussi une démarche de ce type, et avec derrière une autre idée qui n'a pas été trop évoquée, c'est la sensibilisation du public. À partir du moment où vous faites observer à des gens quelque chose, ils deviennent beaucoup plus sensibles à cette chose-là. Et je crois qu'il y avait une belle expérience au muséum qui était avec les pollinisateurs et les photos de pollinisateurs, où beaucoup de gens qui n'avaient pas l'idée que finalement les insectes pollinisaient, les ont photographiés et ont eu cette idée-là. Bon, j'ai vu une main se lever, voilà. Oui, Richard Bonnet, Parc National des Écrins. Une remarque et puis une question. Une remarque, il y a un peu plus de 5 ans, on a beaucoup reproché aux parcs nationaux de ne pas fonctionner en réseau, d'être très individualiste dans ces protocoles, et on a fait un grand travail en lien avec PNF pour structurer, pour faire déjà l'inventaire de nos protocoles et voir ce qu'on pouvait mettre en commun. Moi, je tiens à noter que depuis 2 jours, ce qui a été présenté, certes, c'est ce qu'on fait de mieux, mais c'est aussi ce qu'on fait le plus en réseau. Et quand on voit le progrès depuis 5 ans, il faut aussi regarder un peu derrière, on s'aperçoit qu'on a fait d'énormes progrès. Alpage Sentinelle, Lac Sentinelle, Réseau Conservation Flore Alpin, le futur programme hors-champ, Phénoclim. Voilà, je viens juste d'en citer 5 très rapidement, il y en a plein d'autres, hein, mais ça c'est déjà le premier point. Lorsqu'on a dû se mettre en réseau, on a découvert plein de problèmes qu'on n'imaginait pas. La première grosse difficulté, c'est qui est tête de réseau. Je rappelle que, et je vais parler que des Alpes dans ces cas-là, les Alpes c'est sur 2 régions. On travaille des parcs, des PNR, des réserves, dans Lac Sentinelle, des lacs EDF qui sont hors espace protégé, dans les alpages, majoritairement des zones qui sont hors cœur de parc, donc avec des statuts très différents. Et là on s'est dit, mais quelle gouvernance? Et pour chacun, je dis bien pour chacun de ces réseaux que je viens de citer sur les Alpes, on a fait des choix différents d'opportunités. Parce que, hormis le cas du CBNA, qui a une légitimité territoriale sur tout l'arc alpin français, aucun des autres organismes n'a cette emprise territoriale. De là découle ma question, comment l'AFB va prendre en compte la spécificité de certaines zones biogéographiques? Je pense aux Alpes, là c'est mon nombril, mais je pense aussi à la façade terrestre méditerranéenne, qui porte sur plusieurs régions et qui ont un vrai enjeu en termes de biogéographie. On ne pourrait pas travailler sur les Alpes, région PACA et région Rhône-Alpes-Auvergne de manière différente, ça n'aurait aucun sens pour faire un observatoire comme l'a proposé Philippe. Et là, je pense qu'on a un vrai chantier à faire, je l'ai déjà dit en comité régional biodiversité en PACA, je le dirai aussi bien sûr en Rhône-Alpes-Auvergne, en termes d'organisation et d'assemblage de nos gouvernances et des pilotages de progrès qui ont du sens. Parce que bientôt, on se posera la question, que faire? Comment? Est-ce qu'on va tous les maintenir? Qu'est-ce qui a du sens? Et ça, c'est le groupuscule des décideurs et des scientifiques et agents territoriaux qui doit échanger sur ces points-là. Voilà, je suis désolé, j'ai été très long, bien que j'ai demandé d'être court, mais je ne peux pas me refaire. Bien. Alors, sur ce point-là, on en a parlé dans les couloirs tout à l'heure. Je pense qu'on a une force dans les composants de l'AFB,
c'est qu'on amène avec nous nos cultures, nos savoir-faire, nos héritages. Et on a, en termes d'organisation territoriale, des exemples très divers. Et on apporte dans les gènes de l'AFB le domaine de l'eau, avec le découpage des agences de l'eau, l'approche par bassin, l'agence des aires marines, avec les façades maritimes, l'approche dans laquelle les espaces protégés se rencontrent, qui est la logique de massif, et qui est par ailleurs très présente dans l'organisation. Et donc, on a effectivement un mode d'organisation privilégié parce qu'il est dans les gènes prévus par le projet de loi qui est de la déclinaison régionale. Mais au-delà du régional, il faudra qu'on trouve d'autres déclinaisons géographiques. Et bon, c'est une piste de réflexion. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans le mécano et dans la réflexion avec les régions. Mais au-delà des régions, il y a quelque chose entre le national et le régional. Et Philippe l'a déjà dit tout à l'heure. Et donc, tous les exemples qui ont été livrés aujourd'hui à partir du côté très opérationnel de programmes de recherche et de réseaux de recherche vont nourrir notre réflexion. Oui, non, moi je ne vais pas répondre à la question. Enfin, ce qui me fait rire, c'est qu'on pose la question à l'AFB en fait qui n'existe pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Mais en fait, c'est juste pour. Mais c'est un peu excitant aussi, donc on essaye de répondre. Oui, tout à fait. Non, mais on est d'accord. Je voulais juste insister dans cette même veine, en fait, en lien avec tout ce qu'on a dit sur la mise en réseau, etc., sur l'écueil dans lequel il faut pas. Enfin, quelque chose qu'il faut bien anticiper. C'est toute la question de la bancarisation des données. Et nous, on est en train de vivre sur un petit réseau qu'on est en train d'essayer de mettre en place, en fait, de se rendre compte un petit peu tard qu'en fait, on a mal anticipé ce truc-là, c'est mal géré, et du coup, si c'est pas en place, ça ne marche pas, quoi. Donc il y a des problèmes, il y a de la gouvernance, puis il y a des problèmes d'organisation comme ça, et qui passent aussi par la gouvernance, qu'il faut pas louper, en fait, dans les beaux montages qu'on est en train d'imaginer. C'est extrêmement important. C'est encourageant qu'on pose la question à l'AFB. Voilà, oui. Et bonjour, Ivan Scotti, INRA, unité de recherche sur les forêts méditerranéennes d'Avignon. Il y a un sujet qu'il me semble on n'a pas abordé de façon explicite, et ça suit le dernier commentaire, qui concerne le fait que pour un chercheur, la valeur que prend un jeu de données dépend beaucoup des connaissances qu'on a sur l'historique du site. Et notamment quand c'est un réseau de sites. Après, les chercheurs savent s'accommoder de données un peu bancales, où il manque quelque chose, où tout n'est pas carré, comme dans une belle expérience. Mais il est essentiel pour nous d'avoir le maximum d'informations, éventuellement d'informations d'archives. Donc il s'agit parfois presque de l'archéologie, aller chercher dans des placards des choses très anciennes. Ça nous arrive tous les jours, hein, même avec nos propres jeux de données. Et donc, ma question tourne autour de la capacité qu'ont les différents réseaux de produire ce qu'on appelle, avec un mot très à la mode, des métadonnées sur les sites. Oui, non, mais ça, je crois que c'était effectivement quelque chose d'important à dire, cette notion des métadonnées et de la prise en compte du temps. Vous aviez quelque chose à rajouter éventuellement? J'avais fait déjà une remarque dans ce sens-là hier, c'est-à-dire l'intégration des parcs dans le SINP, le système d'information sur la nature et les paysages, vise justement à cadrer, je dirais, tout l'environnement de la donnée, la validation des données, la transmission de la donnée, donc ça va dans le sens que vous indiquez. Disons, au moins pour toutes les données d'occurrence, puisque c'est le rôle du SINP. Il y a d'autres types de données qui sont collectées dans les parcs et qui pour l'instant, sont dans les bases de données des parcs. Et là-dessus, comme pour rebondir sur ce que disait Richard, il y a eu un très très gros progrès qui a été fait dans les parcs nationaux ces dernières années, justement pour faire un peu le nettoyage des données, pour s'assurer que les plans d'échantillonnage avaient du sens, pour se faire conseiller, pour les réorienter s'il y avait un problème, et puis pour améliorer d'une part le stockage et la mise à disposition des données. Bon, il y avait ici, là. Oui, vas-y. Oui, Chassady, Parc national de Cévennes, enfin, communauté scientifique. Moi, sur l'ensemble des 2 journées, je ne peux que me réjouir de voir que on s'intéresse maintenant de plus en plus aux interrelations entre les dynamiques naturalistes, de type naturaliste, et les dynamiques économiques, sociales, voire culturelles, même si ça reste très très discret dans tout ce qu'on vient d'entendre pendant ces 2 jours. Mais il me semble que là, il y a quelque chose qu'il faudrait développer, parce que la culture,
la culture au sens de la culture vivante, moderne, qui s'adapte, qui évolue. Enfin, c'est pas le passé seulement, mais c'est aussi le présent et éventuellement l'avenir. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense que sur ce qui est intéressant, c'est que la notion de zone atelier, on voit bien que c'est quand même un creuset extraordinaire pour favoriser l'étude de ces interrelations, quoi. C'est essentiel. Et troisième point, il me semble que alors en tant que je suis également président de l'association Forêt Méditerranéenne, je souscris très fortement à la nécessité de territorialiser les choses ou de parler de grands bassins écologiques, pourrait-on dire, hein, mais il me semble que le fait de développer quelque chose de très structuré autour de la notion de bassin écologique méditerranéen serait vraiment utile et intéressant, et en particulier pour prendre en compte la forêt que nous appelons méditerranéenne et qui, elle, a des spécificités à la fois écologiques, sociales, probablement, et culturelles. Voilà. Complément? Non. Oui. Oui, Didier Babin, donc président du MAP France. Je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été abordés par les personnes de la table ronde par rapport à l'Agence française pour la biodiversité. J'imagine que l'agence, qui est très liée à la loi sur la reconquête de la biodiversité, va avoir un lien, va avoir un rôle en fait pour la reconquête de la biodiversité et pas simplement dans les parcs nationaux. Donc je pense que demain, Parcs nationaux de France n'existera plus, l'ONEMA n'existera plus, donc tout ça, ça va être rassemblé, et qu'il faut dès maintenant imaginer la recherche qui est faite soit sur les cours d'eau, soit dans les parcs ou dans les aires protégées, comme un outil de reconquête de la biodiversité en dehors de ces zones-là. Et je pense que la recherche va être d'autant plus supportée par des financements, etc., qu'elle ira dans le sens d'une reconquête de la biodiversité exceptionnelle, mais aussi ordinaire. Et de ce point de vue-là, je pense que la bancarisation des données, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, il a été utilisé, c'est-à-dire une réflexion sur la manière d'inscrire les recherches qui sont faites dans des infrastructures de recherche, donc je reviens sur le terme utilisé hier, c'est-à-dire utile dans le temps, utile à différentes échelles, et quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il faut intégrer dès le début dans les protocoles de recherche du temps, de l'argent et des compétences pour que les données qui seront issues des recherches soient inscrites dans des infrastructures de recherche, pas simplement dans des bases de données de tel ou tel organisme, mais véritablement dans une infrastructure de recherche sur la question de la biodiversité au service d'un développement durable de tous les territoires. Merci. Des choses à rajouter ou non? Oui. Oui. Allez-y. Non, mais je pense que sur ces questions de base, effectivement, il faudrait creuser la question. Il faut qu'on l'ait en tout cas en tête, il faut qu'on le traite. C'est vraiment très important. Et moi, je voulais insister, mais ça rejoint question de base. Quand on dit territorialisation, je pense qu'il faut qu'on soit bien tous d'accord. C'est-à-dire, je pense que faut qu'on développe une politique nationale qui s'appuie en fait sur une politique, sur une recherche territorialisée, entre autres, quoi. Et c'est là qu'on retrouve en fait l'intérêt du réseau, de mutualiser les choses, etc. Et c'est simple de le dire, et le vécu montre que c'est pas si évident de le mettre en œuvre, quoi. Le territorial ayant pas toujours conscience ou étant pas toujours forcément intéressé à participer à du national. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudra je regarde Gilles, il faudra qu'on travaille là-dessus, je pense, Gilles, dans le cadre du projet AFB, quoi. Ouais, je pense que Anne de l'Estrade nous a donné une bonne illustration tout à l'heure, où sur une ambition qui est territoriale, enfin au sens large, là, par exemple le massif alpin, voire pyrénéen et au-delà, finalement les points d'ancrage, votre noyau de stabilité, finalement ce sont les aires protégées. Parce que sur eux, vous pouvez toujours compter sur le long terme, etc.
Donc là, on a une bonne illustration de ce que tu dis là, savoir que on s'intéresse pas seulement aux aires protégées, on est d'accord, mais les aires protégées constituent des points focaux, des points d'accroche sur lesquels là, on est sûr qu'on aura de la donnée sur le long terme. Et puis, j'ajouterais que les milieux naturels qui sont représentés dans les espaces protégés sont finalement n'existent pas que dans les espaces protégés, et que les pratiques humaines ont aussi lieu, au moins dans une certaine mesure, dans ces espaces, que ce soit la pêche, les activités forestières, agricoles, la chasse, etc. Et donc, on peut quand même justement tester des pratiques exemplaires pour aller vers cette reconquête aussi dans les milieux ordinaires. Oui, juste préciser qu'en fait, c'est la vocation de ces espaces-là. La vocation de préservation, ce sont des territoires d'expérimentation de référence dont les savoir-faire et les résultats ont vocation à être étendus à l'ensemble du territoire. Donc, c'est vraiment la mission des espaces protégés. Ce ne sont pas des espaces clos, c'est vraiment les réussites de ces espaces-là ont vocation à être diffusées. C'est leur mission. Oui, je voudrais simplement aussi rappeler quelque chose, c'est que le chercheur, il est dans une compétition internationale, qui ensuite doit se décliner au niveau d'une compétition nationale. Et qu'ensuite, il va travailler sur des cas concrets, qui, eux, vont être dans un aspect local, régional, sur un territoire. Donc, il faut aussi tenir compte de cet ensemble-là pour parfois réussir à comprendre la stratégie d'un chercheur qui, moi, il y a très longtemps que je ne le suis plus, mais qui n'est pas simple. Voilà. Il y a là-haut, et puis... Pardon, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Ça me paraît extrêmement intéressant et sans doute un enjeu majeur pour l'AFB aussi. On l'a vu avec l'exemple de la thèse sur le vautour, où on ne savait pas trop comment la caler. Et c'est vrai qu'on a maintenant de plus en plus des organismes de recherche, y compris ceux qui affichent une vocation plus appliquée, qui sont tous évalués par la publication scientifique. Donc, naturellement, ils ont cet objectif. Et puis, les gestionnaires qui ont des attentes qui ne se traduisent pas toujours par des bonnes publications scientifiques, même si elles n'en sont pas moins légitimes. Et comment travailler ensemble pour concilier les deux, je pense que c'est un enjeu très important pour l'AFB notamment, qui remplit du coup, les organismes publics techniques remplissent un peu maintenant ce rôle appliqué, même s'ils n'en ont pas toujours les moyens. Et qui doit jouer ce rôle de lien. Alors, il y a là... Oui. Attendez, il y a 3 demandes. Alors, je commence là-haut. Donc, Claude Muot, je suis enseignant-chercheur à l'École pratique des hautes études. Je voudrais revenir sur l'implication des scientifiques dans les conseils scientifiques, puis un petit mot sur la communication. Vous savez tous qu'on est sollicité pour participer dans ces conseils scientifiques. Il y a de plus en plus de conseils scientifiques. On peut s'en réjouir, parce qu'il y a aussi de plus en plus d'espaces protégés ou d'espaces qui se dotent de ces genres de conseils scientifiques. On parle d'un nouveau conseil scientifique avec l'AFB. On arrive quand même à la limite de l'exercice, où les scientifiques ne peuvent plus soit participer, soit s'impliquer à la hauteur de ce qu'on leur demanderait, sachant que justement ce qu'on leur demande en plus dans certains de ces conseils scientifiques, ça devient de plus en plus important. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à la manière de travailler dans ces conseils scientifiques, faire des réunions, 2-3 réunions annuelles, des grandes messes du conseil scientifique, etc. On sait que souvent ça ne marche plus comme ça, quoi. Donc là, il y a vraiment une réflexion intéressante à mener, et aussi il y a évidemment de la mutualisation. Donc pour faire vite, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de conseils scientifiques, mais on aurait besoin d'outils pour aider à la mutualisation de tout ce qui se fait déjà dans ces conseils scientifiques, et que ça soit disponible, et que ces outils, c'est entre autres des supports humains pour fonctionner. Moi, je travaille en particulier plus dans un conseil scientifique. S'il n'y avait pas une personne permanente de la structure qui consacre 20% de son temps pour l'animation du conseil scientifique, c'est dans un conservatoire d'espace naturel régional, ça ne marcherait pas. Oui. D'accord. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est concerne la communication. Moi, je suis abonné gratuitement à la revue de l'environnement suisse, qui publie tous les 4 mois l'ensemble des travaux réalisés par les chercheurs et puis tous les domaines de l'environnement, de la pollution au nucléaire, en passant par tout ce que vous voulez, les sciences humaines et sociales. C'est vraiment
un équivalent français pouvait exister pour pouvoir vulgariser tout ce qui se fait dans les différentes revues ONF, ONCFS, ONEMA, Estrea, etc., j'en passe et des meilleurs, la revue des espaces naturels, etc., etc. Tout ça devrait exister dans un seul journal, avec peut-être des parutions thématiques ou tout ce qu'on veut. Mais et ça, il y aurait un lectorat extrêmement important en France pour ce genre de choses. La revue suisse, elle s'appelle comment? La revue suisse, comment s'appelle-t-elle? La revue suisse, ça s'appelle le magazine Environnement. Merci. Ça y est, tout le monde va s'abonner. Merci pour... Non, non, mais je vous conseille tous et toutes de vous abonner. Il y a un complément? Oui? Moi, on a parlé de la communication plusieurs fois ce matin et je vais enfoncer le clou là-dessus. C'est vraiment important et donc il faut, je pense, avoir une stratégie de communication vers différents types d'acteurs. Donc l'AFB, on a fait le tour, je pense que bon, ça va se faire. Mais aussi vers les hautes sphères du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, etc., etc., où il est toujours plus chic de financer, on en parlait hier au buffet, des grandes infrastructures technologiques, etc. Quand on rentre dans la biologie, c'est plutôt le moléculaire que l'écologie. Et là, avec, je reviens sur les réseaux Sentinelle, il y a vraiment un outil structurant à l'échelle nationale. Je crois qu'il faut vraiment le valoriser. Et il faut aussi communiquer vers les chercheurs. J'ai l'impression que tel ou tel va savoir que tel parc national fait ça parce qu'il a eu l'occasion de coopérer avec, mais il ne sait pas forcément que les autres parcs nationaux font d'autres choses et qu'il y a vraiment des sujets pluridisciplinaires entre les parcs. Enfin, moi, je ne savais pas tout, hein, j'ai appris des choses alors que je m'intéresse aux parcs nationaux. Donc, je crois qu'il y a un gros effort à faire de ce côté-là pour attirer non seulement des chercheurs et puis des crédits. Alors, on a quand même des exemples de cas où le regroupement justement de chercheurs, le regroupement de systèmes d'observation, des choses comme ça, ont permis de monter des opérations suffisamment grosses pour être visibles par ceux qui ont l'habitude des opérations grosses. Et bon, on parlait, j'ai oublié, mais il y a une fédération des observatoires, par exemple. C'était une façon. Je crois que Jean en parlera tout à l'heure. Mais alors, il y a ici, là, et puis je donnerai la parole à Philippe Jarne tout à l'heure. Oui, Hervé Magnin, le parc de Guadeloupe. C'était revenir sur ce qui a été dit concernant les espaces non protégés ou les parcs nationaux. On a vu la forte attractivité des parcs nationaux pour la recherche. C'est aussi le savoir-faire qu'ils ont développé. Et je crois que là-dessus, on oublie quand même que les parcs nationaux, c'est des cœurs avec des aires protégées fortes, très naturelles, et des aires d'adhésion ou des aires maritimes adjacentes pour la partie marine, qui sont des territoires sur lesquels, justement, on va essayer de reporter un effort de recherche et de réflexion de gestion sur des espaces humanisés sous pression. Et je crois que, sans vouloir évidemment priver le reste du territoire national des efforts de recherche, les parcs nationaux peuvent garder, je pense, une forte attractivité sur ces zones périphériques, ex-périphériques, qui sont devenues des espaces d'action du parc. Je rappelle qu'un parc national, c'est la zone cœur plus la zone d'adhésion. Je dirais même si les communes n'ont pas adhéré, parce qu'on peut aussi y jouer. Oui, je suis contente d'entendre l'intervention que tu viens de faire sur l'importance de savoir ce qui se passe les uns chez les autres, c'est-à-dire la sphère de l'environnement et la sphère de la recherche. On voit qu'on joue à plusieurs échelles. On va du local à l'international. Moi, j'ai l'impression qu'au local, on a une dynamique, on l'a vu aujourd'hui, qu'il faut absolument préserver, qui existe entre la recherche implantée sur le terrain, les chercheurs et les espaces protégés. Cette dynamique a généré des espaces sur lesquels on se retrouve, qui ont des échelles qui sont territoriales, alpines, régionales, pyrénéennes, etc., les îles, je ne les oublie pas non plus. On a des habitudes de projets internationaux qui ont émergé depuis 10 ans, qui nous amènent aussi à travailler avec une certaine proximité gestionnaire-chercheur dans des projets internationaux. Donc là, j'investirais plutôt le niveau national. Et là, c'est le rapprochement entre ce qui relève du ministère de la Recherche, ce qui relève du ministère de l'Environnement, et ce qui va relever de la future agence.
en particulier sur 2 créneaux, celui des infrastructures, et là on rejoint la discussion d'hier avec ce qu'on a appelé les sites de référence. On voit qu'il faut préciser les termes du côté des gestionnaires. On a des termes qui existent du côté de la recherche, avec les sites ateliers, avec diverses structures qui sont identifiées. Mais là, je pense qu'il y a un rapprochement qu'il faut faire au niveau national et au niveau des agences. On a parlé des alliances, à l'envie, Ancre, etc. Il y en a un certain nombre. Et ces rapprochements, ils peuvent se faire justement sur cette notion d'infrastructure ou de référence, que ce soit le périmètre complet d'un espace protégé, que ce soit simplement une de ses parties, une réserve intégrale, je ne sais pas. Mais là, il y a un travail de rapprochement par rapport à la reconnaissance des infrastructures de recherche, parce que ce sont des points où les scientifiques vont s'agréger. Tout le monde sait ici qu'on n'a plus de moyens extensifs. Donc, on va être amené à se focaliser sur un certain nombre de périmètres. Et c'est important que l'environnement, mais au niveau de ces institutions nationales, se positionne vis-à-vis avec la recherche dans ces termes-là. Et quand je dis infrastructure, dans mon esprit, c'est pas simplement physique et c'est pas simplement de la chimie, de l'écologie, etc. Ça peut concerner des dispositifs de type, avec des approches socio-économiques. C'est aussi inclus là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un volet qui me paraît important de travailler entre ces 2 sphères. Et le deuxième étant une entrée à travers les sciences participatives, dont on a vu qu'elles ont émergé avec une initiative très forte du côté justement de l'environnement. Et je pense que là, c'est pas inintéressant d'amener la recherche à travailler cette dimension-là de plus en plus. Donc, en résumé, ces accroches, elles sont à étudier à tous les niveaux et également au niveau national et interministériel. Merci, Marie. Philippe Jarne, j'ai vu là-haut, puis il y en aura un autre là. Oui, vas-y. Ouais, donc Philippe Jarne, je suis chercheur au CNRS, au CEF, et je suis animateur d'une structure collective qui s'appelle un LabEx à Montpellier. Je voulais, et par ailleurs membre du CS de la Vanoise, je voulais un peu rebondir sur ce que vient de dire Marie-Hélène, parce que la science dont on parle ici, les scientifiques qui sont dans les parcs nationaux, globalement, c'est des gens qui sont dans le domaine, on va dire, de l'environnement, de la partie SHS qui est la plus environnementale et qui n'est pas la plus développée en France. Ça n'est qu'une partie de la science. Et il y a des dynamiques internes à la recherche française qui peuvent être interministérielles, mais qui sont interdisciplines aussi, qui sont quand même à prendre en compte. Il y a 50 ans, quand les premiers scientifiques sont rentrés, par exemple, au Conseil scientifique de la Vanoise, c'était des individualités, certes marquantes, mais des individualités. On est passé au fil des années sur des systèmes de plus en plus collectifs. Je rappelle qu'il n'y a serait-ce que 15 ans, l'écologie au CNRS n'existait pas. Bernard Deray pourrait vous en parler avec beaucoup de faconde, puisque c'est lui qui a créé le premier département idoine au CNRS. Donc, il y a une des raisons probablement pour laquelle ça a marché, c'est que effectivement les questions environnementales sont devenues de plus en plus fortes. Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que dans le domaine de la science, il y a des gens et des secteurs d'activité qui sont soit, on va dire, d'un point de vue symbolique, beaucoup plus puissants que le secteur de l'environnement. Prenez un physicien, par exemple, il arrive à persuader les ministères qu'il faut investir des milliards et des milliards pour trouver le boson de Higgs. Je ne sais pas si dans la salle, qui peut m'expliquer ce que c'est que le boson de Higgs. Enfin, les physiciens, ils ont réussi à vendre ça à des dizaines de milliards d'euros. Il y a les chimistes ou les biologistes, ils vont réussir à vendre des choses aussi qui, elles, concernent notre santé, notre environnement, on va pouvoir vivre plus vieux, etc. Nous, on n'arrive pas à vendre ça, et je pense que la seule force qu'on a, c'est la cohésion. Donc la cohésion et la capacité à s'appuyer sur une communauté qui, lentement mais sûrement, est en train de grandir. Cette communauté, il y a 30 ans, c'était quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, la recherche en environnement, en biologie évolutive en France, c'est une des recherches puissantes en Europe, très très bien placée. Donc je pense que les espaces de discussion entre la recherche et tout ce qui est gestion, quel qu'il soit, de l'environnement, doit s'appuyer fortement là-dessus. Ne pas hésiter à solliciter les scientifiques, pas que pour des conseils scientifiques, mais aussi pour des actions précises et de plus en plus fortes. Merci. Vous acquiescez? Bien. Voilà, oui. Vincent Auger, au Parc de la Vanoise.
Je reviendrai un peu en arrière sur les questions de territorialisation de l'AFB, parce que je pense que c'est un des grands enjeux pour que l'AFB puisse réellement avoir un impact positif par rapport à l'état actuel. Dans le sens où actuellement on s'aperçoit que la territorialisation elle est générale, à la fois d'un point de vue politique, administratif, financier, et les organismes qui vont intégrer l'AFB ont eux-mêmes des territorialisations qui sont différentes. Et donc je pense que si on veut que l'AFB ait réellement un impact positif par rapport à ce qui se fait actuellement, il va falloir qu'elle soit bien réfléchie pour qu'elle soit la plus opérationnelle possible. Donc va y avoir des tiraillements, j'imagine, très forts entre la sphère politique qui va vouloir que ça se recale sur les découpages administratifs régionaux et existants, qui viennent d'évoluer, donc on ne sait même pas comment ça va fonctionner dans les quelques mois qui viennent. Et puis des organismes comme les agences de l'eau qui ont leur territoire. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Certainement, il y a... Là-dessus, moi, je voulais apporter une précision, même si les choses doivent peut-être se rejoindre, mais je pense qu'il faut qu'on distingue dans notre vocabulaire la territorialisation au sens de l'organisation, en fait, des différentes instances, établissements publics, du lien entre les AAR, les agences régionales pour la biodiversité, l'AFB, etc. Donc ça, c'est l'organisation. D'autres choses, je pense qu'on a évoqué ce matin, qui est plutôt de la façon de faire de la recherche. Et quand je dis territorialisation de la recherche, ce matin, j'évoquais en fait l'idée ou le principe que les chercheurs travaillent sur le terrain avec les acteurs, parce que je pense que c'est un moyen, effectivement, de faire de la recherche qui va rendre des résultats, qui va faire que les gens se comprennent, etc. Donc c'est pas tout à fait le même sujet, me semble-t-il, même si, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça va se rejoindre, parce que sur quel territoire on le fait, etc. Mais c'est sur la façon de le mener. Enfin, moi, j'ai en tête des exemples menés par l'ONEMA, sur lesquels on était censé développer des protocoles, sur lesquels on n'a pas fait l'effort de territorialiser notre approche, c'est-à-dire de prendre l'objet, d'aller sur le terrain, de le tester avec les acteurs. Bah, au bout de la ligne, on s'est planté. Le truc marchait pas. Donc c'est plutôt dans la façon, en fait, de mener la recherche que j'évoquais la territorialisation ce matin. Oui. Allez-y. Bonjour, Sarah Auberti, je travaille à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Je voulais revenir sur l'intervention de l'APA, de l'accès du partage d'avantages qui a été faite tout à l'heure et sa mise en œuvre dans le parc amazonien de Guyane. Et je voulais compléter un petit peu en indiquant que, alors on a bien dit, ça a été dit que le sujet était compliqué et pas forcément très bien connu dans toutes les communautés, aussi bien de chercheurs que de gestionnaires, mais que néanmoins les organismes de recherche travaillent et se sont emparés du sujet depuis de nombreuses années déjà. Ne serait-ce que parce que les pays dans lesquels certains chercheurs travaillent ont déjà adopté des lois d'accès de partage des avantages, et pas que des pays, puisqu'on a évoqué le cas du parc amazonien de Guyane, il y a aussi la province sud de Nouvelle-Calédonie, donc des outils qui ont été aussi élaborés, que ce soit le développement d'accords de transfert de matériel ou des guides qui se veulent plus lisibles ou pratiques. C'est aussi bien les lignes directrices du CIRAD, de l'IRD, de l'INRA, c'est la clé pour comprendre que la FRB a eu l'occasion de faire aussi, ou encore plus récemment un guide de bonne conduite mené au niveau européen et auquel a participé le MNHN. Donc il y a déjà quelques outils comme ça, et pour être sur le niveau européen, il y a aussi un cadre européen qui s'applique, qui est pleinement opérationnel depuis la semaine dernière. Donc là aussi, il y a toute une démarche d'information, de sensibilisation de ces nouveaux cadres réglementaires qui sont pas forcément faciles à appréhender tout de suite. Et une note d'information a été faite à la demande du ministère de la Recherche avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et les organismes de recherche se sont tous mis ensemble pour produire ce document qui devrait être très largement diffusé. Et pour finir, sur la question de l'APA, ce sont des questions qui reviendront dans les parcs aussi bientôt, puisque la France normalement dans la loi sur la biodiversité, le titre 4 prévoit un régime d'accès de partage des avantages, et pour l'instant la version, parce que la loi n'est pas encore adoptée, mais la version prévoit une implication, une participation des parcs, de l'établissement public dans la procédure d'APA. Donc là aussi ce sera quelque chose à réfléchir, et qui reviendra en tout cas sur vos bureaux respectifs peut-être bientôt. Voilà.
Merci à la Fondation pour la recherche pour la biodiversité, qui travaille d'ailleurs depuis le début sur ce problème de l'APA et qui avait sorti une note dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je crois que c'est là d'abord. Et puis, vas-y. Rapidement, parce que j'ai déjà parlé ce matin, pour revenir sur deux termes très utilisés, donc territorialisation et observation. Sur la territorialisation, ce que j'entends, moi, c'est comment on décline à l'échelle des sites académiques des politiques nationales de recherche. Il y a des stratégies nationales de recherche, comment se déclinent-elles sur le territoire? Quand Sandra Lavorel, membre de l'Institut, échange avec les agriculteurs de Villard-d'Arène et que ça donne lieu à des publications qui font référence dans la communauté scientifique, je ne sais pas s'il y a un meilleur exemple. Et puis, il y a un double mouvement, parce qu'il faut aussi que ces exemples qui se jouent sur les territoires, ils puissent enrichir la réflexion à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment ce double mouvement qu'il faut encourager. Sur l'observation. L'observation, c'est intéressant de voir qu'au départ, c'est un terme qui vient de l'astronomie. On a même créé un corps des astronomes de Paris, comme vous le savez, et donc il y a maintenant le CNAP, donc il y a des gens qui sont chargés, qui ont des tâches d'observation. Et je pense qu'il y aurait un très très beau chantier, alors pour l'AFB, mais pas seulement, c'est de donner ces lettres de noblesse en fait aux tâches d'observation des systèmes naturels, des socio-écosystèmes. Donc à l'instar de ce qui se fait en astronomie, en astrophysique, etc. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment aussi un point de rencontre très important entre le monde des gestionnaires et le monde de la recherche. Et comment on arrive à donner une reconnaissance en quelque sorte à ces tâches d'observation des systèmes naturels. Pour oui. répondre, en partie à votre remarque en particulier sur l'observation. Il faut absolument, dans cette optique, capitaliser sur ce qui existe déjà, à savoir des établissements publics comme l'ONEMA, comme l'ONCFS, comme les parcs, comme l'ONF, qui ont des agents professionnels formés, qui ont un maillage territorial que n'auront jamais les organismes de recherche, à moins d'un changement très inattendu de politique publique, et qui ont concrètement cette capacité et cette mission, d'ailleurs, dans leur d'observation de la biodiversité. Donc, à l'heure où, dans les programmes phares annoncés de l'AFB, il y a la mise en place d'un programme de surveillance de la biodiversité terrestre, il faut évidemment afficher vraiment clairement cette mission de cet organisme et cette importance de la présence sur le terrain, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, donc je ne vais pas refaire mon couplet. Parmi ces organismes, il y a les parcs. Oui, et ces organismes mettent en œuvre, enfin, non seulement il y a des organismes, mais il y a des corps derrière. Hein. Les agents techniques et les techniciens de l'environnement sont des observateurs privilégiés statutairement. Donc il y a déjà des corps qui, effectivement, pour le moment, non, même en dehors des parcs, sont compétents sur l'ensemble du territoire, à travers l'ensemble des établissements publics. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur l'observation et la nécessité de reconnaître ce type d'activité. Alors, je suis directeur de l'expertise au muséum. Alors, qu'est-ce que c'est l'expertise au muséum? Alors, c'est la production de connaissances INPN, etc. Et c'est un appui scientifique qu'on fait, à commencer par le ministère de l'écologie, qui est l'un de nos ministères de tutelle, et d'autres acteurs, sur des politiques de protection de la nature. Alors, c'est parfois de la recherche, c'est parfois de l'étude. Alors, est-ce que c'est de l'ingénierie? Est-ce que c'est de la recherche et développement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un continuum entre la recherche et la gestion. On se situe sur cette interface et c'est très difficile de faire reconnaître cette activité-là dans le monde scientifique, qui est vue comme une science moins intéressante que la science la plus abstraite qui permet de publier, etc. On ne publie pas toujours quand on fait de l'expertise. On pourrait publier bien plus souvent quand on en fait. Vous avez cité un exemple. Et là, c'est un chantier qui nous concerne tous, qui concerne pas. Enfin, je pense que ça concerne aussi l'AFB parce que on a du mal à faire reconnaître cette activité qui ne bénéficie pas de corps, effectivement, en tout cas au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et du coup, on dépend d'agents contractuels dont l'existence est liée au budget et par les temps qui courent, c'est pas très confortable. Donc il y a un souci là à faire reconnaître l'activité scientifique appliquée à la gestion. Je ne cesse de le répéter depuis des années, mais c'est un travail. Je pense qu'il faut qu'on le demande tous. Oui, je voudrais rappeler que la FRB a mis en place l'écoscope, dont au départ l'idée première était celle-là.
j'aurais une dernière intervention sur l'aspect de communication qui a été abordé à plusieurs reprises. Il me semble que dans la communication, il y a vraiment deux aspects qui sont assez différents. Il y a tout ce qui concerne la valorisation des données produites par des protocoles communs, et donc qui pose la question de la bancarisation, de la création des indicateurs et le rapportage aux politiques publiques, la valorisation des résultats dégradés à différents niveaux d'interprétation pour le grand public, pour les décideurs, pour les gestionnaires. Mais il y a également la question de la capitalisation des, en gros, les retours d'expérience des gestionnaires qui ont appliqué tel ou tel suivi, qui ont fait partie de tel ou tel réseau. Et à mon sens, c'est un rôle que devra jouer l'AFB, que de capitaliser, de fournir des guides d'aide à l'application de ces protocoles, de l'application de ces réseaux dans les espaces protégés qu'il n'aura pas mis en place et qui sera intéressé, mais surtout en dehors. Et ça rejoint les interventions de plusieurs d'entre vous. Oui, enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça va être une des missions de l'AFB. Je voulais poser une question pour moi, peut-être pour d'autres aussi. Là, on est sur les parcs nationaux. Quelle est la dynamique? Est-ce que quelqu'un sait dire un peu quelle est la dynamique de recherche dans les parcs naturels régionaux? Moi, j'ai pas de... Est-ce qu'il y a effectivement quelqu'un qui peut répondre sur ce sujet-là? Parce que on dit qu'il faut sortir les parcs, c'est bien, mais il n'y a pas que les parcs. Évidemment, les parcs naturels régionaux, c'est quand même une large partie du territoire aussi, donc il y a un enjeu sans doute pour l'AFB avec les PNR. Oui, Thierry Mouget, Fédération des parcs régionaux de France. J'écoute attentivement depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Parce que je ne vois pas précisément ce que vous attendez. Ce que je ressens, c'est qu'avec ce qu'on a entendu sur les parcs, c'est que, je dirais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, culturellement, j'ai l'impression que la science est dans la vie des parcs et que ça fait partie de la vie des parcs d'avoir des sites observatoires, des expérimentations, la mise au point de... Parcs, c'est au sens large, nationaux, là, régionaux, je parle des parcs nationaux. D'accord. Hein, voilà. Et je me pose la question sur les PNR. Bon, j'ai fréquenté certains PNR. Mais globalement, est-ce qu'il y a une dynamique au sein des PNR et de la communauté des PNR, une dynamique scientifique un petit peu équivalente ou pas? Je pense que si je vous dis non, vous allez être surpris. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il y a des similitudes. Ça a été évoqué, la présentation des conseils scientifiques, par exemple, ce matin. On voyait bien qu'il y avait des dynamiques aussi bien concernant les parcs nationaux que régionaux. Alors, par rapport au débat qu'on a là, je pense qu'effectivement, et j'ai bien entendu Claude Miot tout à l'heure, et je pense que ces remarques étaient très pertinentes, il y a une réflexion à avoir, parce qu'avec le développement, là pour le coup, dans le réseau des parcs régionaux, il y a globalement en moyenne un parc régional qui se crée par an, donc un conseil scientifique qui se crée par an de plus. On voit dans d'autres structures qu'il y a ces dynamiques-là aussi qui émergent. C'était bien montré par la présentation des conseils ce matin. Enfin, je pense qu'il y a des vraies réflexions de mutualisation qu'on peut avoir en interréseau. Enfin, je ne sais pas si c'est ça que vous attendiez en termes de réponse de ma part. Sinon, en termes de dynamique au sein des parcs sur les questions de recherche, oui, les parcs régionaux sont aussi des sites de référence, sites ateliers, zones ateliers, bref, tous les termes toute la sémantique qu'on a utilisée depuis hier. Je ne sais pas quel est le bon terme au final à utiliser, mais clairement, oui, les parcs régionaux sont sur ces dynamiques-là également. Et avec une part importante sur les sciences sociales, notamment. Et les questions de gouvernance qui ont été évoquées, là, pour le coup, ces questions de gouvernance, elles sont très directement, elles font l'objet très directement de programmes de recherche dans les parcs naturels régionaux. Il y a dans le réseau d'ailleurs des agents des parcs nationaux, des anciens des PNR. Donc vous pouvez vous appuyer aussi sur eux pour avoir une vision des synergies entre ces deux réseaux. L'échange que vous venez d'avoir me permet moi de venir sur un sujet que je voulais aborder dans la conclusion dans quelques minutes, je le fais tout de suite, en disant qu'aujourd'hui, sur ces 2 demi-journées, on avait un séminaire centré sur l'objet parcs nationaux, on a invité nos amis des autres réseaux d'aires protégées à y participer, en anticipant sur le futur, et dans le cadre de la préfig AFB sur 2016, peut-être qu'on pourrait se retrouver dans un an, que d'ici là, Montpellier sera officiellement le siège de l'AFB, j'imagine, et qu'on ait un objet d'échange centré non plus sur les parcs nationaux, mais sur les réseaux d'aires protégées,
donc avec nos amis des régionaux, nos amis des réserves nationales ou régionales et des conservatoires, voire des grands gestionnaires nationaux d'aires protégées que sont aussi l'ONCFS ou l'ONF, et qu'on puisse du coup passer à une gestion beaucoup moins centrée sur les parcs, mais sur notamment ce qu'a dit Nirmala tout à l'heure, sur le fait que nos aires protégées, elles ont un rôle par rapport à la biodiversité ordinaire et au reste du territoire. Sauf rébellion de votre part, je passe la parole à Simon et ce sera éventuellement la dernière question, sauf rébellion de votre part, évidemment. Pour compléter rapidement ce que vient de dire Michel, il y a aussi une échelle qu'on a oubliée, c'est les réserves de biosphère. Je regardais Catherine tout à l'heure. Et il y a beaucoup de travaux scientifiques aussi qui sont menés au sein des réserves de biosphère, alors soit par le biais des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux, mais comme je vois qu'il y a des représentants, est-ce qu'il pourrait, faudra simplement ne pas oublier cette échelle-là, quoi. C'est moi qui parle, Catherine. Oui. Oui. Non, mais il y a plein de réseaux. Je sais pas, tu veux répondre ou tu... Bon, d'accord. Alors, l'avant-dernière intervention, c'est Simon. Après, il y en a une autre là-haut. Et puis, vous m'excuserez, mais mon rôle ici, c'était de jouer la cloche. Je serai obligé. Je vais être bref. Simon Benamou, je suis chercheur CNRS au CEF. Je vais être très bref, Bernard. Juste un point. Ce matin, j'ai entendu, enfin même hier aussi, des deux approches qui me semblent en partie contradictoires, qui sont qu'en partie, je pense. C'est d'une part le côté territorialisation, donc spécificité locale, et le côté universalité des protocoles. Alors c'est clair qu'il faut mettre ces deux choses ensemble. En tant que chercheur, on a vraiment envie que les protocoles soient le plus unifiés possible partout, en France et dans le monde, pour qu'on puisse comparer les choses. Par contre, c'est pas toujours possible en pratique. Donc je pense que dans le dialogue qu'il doit y avoir entre les différents parcs, les différents acteurs, il faut réfléchir jusqu'à quel point il faut pousser l'uniformisation des protocoles, jusqu'à quel point il faut tenir compte des spécificités ou pas. Et je pense que c'est un débat qui est largement ouvert. Oui, je voulais illustrer la petite discussion concernant les parcs naturels régionaux, sur leur implication, sur le fait que, par exemple, ce sont des organismes susceptibles d'accueillir des étudiants sur le dispositif CIFRE, et il y en a plusieurs, et historiquement, c'est parmi les premiers CIFRE environnement, on va dire, qui ont été soutenus par ce genre de dispositif, c'est important. Et puis deuxièmement, un aspect qui a été peu discuté, mais qui est en lien direct avec la recherche, c'est évidemment l'enseignement. Et les parcs naturels régionaux sont souvent des accueils pour les stagiaires de master pro ou autres. Et c'est très important d'avoir aussi ce genre de structures qui permettent cette recherche qui est réalisée par ces stagiaires de master qui sont des étudiants qui deviendront les chercheurs par la suite. Donc il y a une dimension enseignement aussi très importante qu'il faudrait tenir compte dans le cadre de ces structures. Les parcs régionaux, etc. Oui. Je voulais juste rebondir sur la remarque de Simon Benamou. Et il me semble que c'est peut-être un rôle important de la recherche vis-à-vis de structures comme les parcs nationaux, mais plus généralement vis-à-vis de cette démarche de site pilote ou de site de référence. C'est-à-dire que quand on mène de la recherche ou des études ou des suivis sur un site, ça nous donne des informations sur le site en lui-même et ça aide à répondre aux questions qu'ont les gestionnaires de ce site ou de ce territoire. Mais il y a aussi une vocation de généralisation ou de transposition de ces données ou de ces résultats vers d'autres sites. Et c'est dans quelle mesure on peut le faire, à quel type de site, quel est le caractère généralisable de ce qu'on fait. Et ça me semble une question extrêmement importante pour laquelle justement un chercheur avec une vision beaucoup plus globale et c'est le sens même de la recherche fondamentale d'arriver à cette généralisation paraît particulièrement utile. Bien, avant de donner la parole au directeur de PNF pour conclure, je voudrais d'abord, alors pas pour les personnes qui sont dans les parcs, parce qu'évidemment vous la connaissez par cœur, c'est la stratégie scientifique 2015-2025 de Parcs nationaux de France, dont vous avez une version résumée dans les documents qu'on vous a donnés, et une version plus longue et détaillée existe sur le web. On doit même peut-être pouvoir se la procurer si on la demande, ça j'en sais rien. Donc les chercheurs et les chercheurs qui ne sont pas dans les parcs, je vous demande de lire déjà ce document, parce que je pense que ça vous permettra de mieux voir, si vous n'êtes pas au courant, comment finalement vous êtes attendu
et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces parcs nationaux. D'autre part, je voudrais vous faire part d'une petite remarque que j'ai eue en écoutant. Je me suis rendu compte finalement qu'il y avait quelque chose que j'ai toujours considéré comme exemplaire, qui est la zone atelier Alpes. Alors vous savez, elle est partie de quelques unités, de quelques personnes de bonne volonté qui ensuite ont discuté, ça a grandi comme ça, et c'est quand même devenu un outil tout à fait remarquable. Là où je suis surpris, c'est qu'on n'ait pas l'équivalent dans le Massif central, sur la façade méditerranéenne ou dans les Pyrénées. Il pourrait y en avoir d'autres, il y a la Bretagne, il y a d'autres endroits. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on se pose la question, dans ces régions-là, pourquoi il n'y a pas ces structures-là? Est-ce qu'elles seraient utiles? Parce que on s'aperçoit que ce travail en commun, cette mutualisation, mais ça permet d'avoir des moyens et surtout d'avoir ensuite des relations internationales, d'avoir des résultats dont on a vu aujourd'hui, parce que quand même beaucoup de choses étaient faites dans cette zone atelier Alpes, que c'est tout à fait remarquable. Donc réfléchissez-y. Voilà. Moi, je remercie les intervenants. Je vous remercie pour les débats, les questions qui auraient pu se développer beaucoup plus. Et je vais donner la parole au directeur. Pendant ce temps, Bernard, je te dis, il y a un projet Pyrénées qui est déposé au niveau de CNRS. Donc il y a une zone atelier Pyrénées-Garonne. Donc, pour conclure, alors je ne vais pas refaire les remerciements que j'ai fait en introduction hier matin pour les organisateurs. Il manque un remerciement, c'est Agropolis International qui nous accueille ici. Le fait d'être membre d'Agropolis International nous donne accès à ce super plateau technique. Je pense que cette salle qui est intime, elle est tout à fait propice à la réflexion et qu'on en regardera tous un bon souvenir. Peut-être que l'année prochaine, si on fait quelque chose de plus large, ça sera une autre salle, mais avec les plateaux techniques qu'on a sur Montpellier, et en particulier sur Agropolis, on a le choix des salles, donc c'est parfait. Il fait vraiment la pub pour Montpellier. Tu veux dire que je manque de neutralité? C'est comme ça. Bon, les travaux qui ont été faits ici, ils ont été enregistrés, donc on va les exploiter, les utiliser, et puis on va en tirer profit avec Philippe et avec ses deux adjoints, Gilles et Xavier, dans le montage de l'AFB. Mais vous avez bien compris que l'enjeu, il n'est pas que pour l'AFB, il est beaucoup plus large. Et on en parlait en aparté avec Marie-Hélène tout à l'heure, et puis c'est Vincent qui nous a tendu la perche. L'année prochaine, il ne faut pas uniquement qu'il y ait le ministère de tutelle écologie, mais il faut qu'il y ait aussi le ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, c'est évident, et on y pensera pour l'année prochaine. Donc merci à tous. Avant de repartir, soit vous passez à la banque sur laquelle vous avez émargé tout à l'heure, soit il y a 2 personnes dans le couloir qui va servir de couloir de contention pour que vous remettiez vos badges. On fait de la réutilisation, ils serviront la prochaine fois. Et puis on vous remettra à chacun un exemplaire de ce très beau poster avec cette magnifique emblème des parcs nationaux. Vous pourrez repartir avec. Je passe la parole à Adrien, qui vous présente, pour ceux d'entre vous qui restent cet après-midi, à l'échange scientifique avec la communauté montpelliéraine de cet après-midi. Oui, merci. Donc juste un petit message du coup pour ceux pour qui la rencontre se poursuit cet après-midi. Avec un temps d'échange organisé par le label d'excellence CEMEB, donc qui regroupe un certain nombre d'unités de recherche de Montpellier, avec les parcs nationaux. Donc ce temps d'échange va se dérouler de 14h à 16h30 dans ce même bâtiment, mais dans une autre pièce. Donc c'est à l'étage supérieur, dans la salle du conseil. Donc rendez-vous à 14h. Et pour ceux qui se sont inscrits, qui déjeunent au restaurant administratif du CIRAD, je vous propose de vous regrouper dans le hall pour un départ imminent dans 5 minutes. Voilà, merci encore aux intervenants pour le bon déroulement de ces 2 journées et à l'ensemble des participants. Merci.